Nous sommes le 6 février 2015. Il y a quelques heures, l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam a été arrêté, son domicile perquisitionné. 2 coffres et des valises ont été saisis et transportés aux casernes centrales. Quelques jours plus tard, leur ouverture plonge le pays dans la stupeur. Ils contiennent un peu plus de 220 millions de roupies, dont la moitié en devises étrangères. Une somme faramineuse pour le Mauricien moyen. Mais 10 mois plus tard, Navin Ramgoolam, perdant aux élections, relativise. Mon per diem en cash, qui est à peu près dans le coffre, c'est à peu près de valeur de 45 millions. Je peux me faire un affidavit, pour moi, je ne peux pas monter un affidavit. Là, dans répondre moi un affidavit. Je peux même dire que je suis d'accord, qui est à peu près, je dis, mal fait, je calcule, je dis à peu près 41 millions. Que je suis d'accord aussi per diem. Plus je dis mon salaire, tout ça là, je peux même tomber conclusion qu'il y a à peu près 99 millions là-dedans. Puis il y a pour faire une donation. C'est pour moi. Comment vérifier cette affirmation? Car les finances des partis politiques constituent un véritable trou noir. On ne sait pas grand-chose de leur argent, à part le fait qu'il provient des dons d'entreprises et d'individus. Allons donc vers ceux qui disent donner de l'argent aux partis. Daoud Rawat, l'homme d'affaires controversé, exilé en France, fait presque état d'un racket. Vous n'êtes pas capable de fonctionner dans Maurice. Tout le monde paye un politicien de cette façon-là. Un gros groupe, tout ça, là, de tout faire. Non, on va faire volontairement. Nous ne faisons pas parce que nous ne faisons pas, nous ne pouvons pas refuser. Mais c'est eux qui demandaient, nous ne pas offrir tant. Toutefois, Arnaud Dallé, le président du conseil d'administration du groupe Ciel, ne partage pas cet avis. Nous n'avons jamais été contraints de financer les partis politiques, ça se fait sur une base volontaire parce que nous croyons dans la démocratie, dans le jeu de la démocratie, et nous pensons qu'il vaut mieux financer un parti politique dans le contexte des élections plutôt que de contraindre les politiques à chercher d'autres sources de financement. Non, d'une façon générale, on finance de façon volontaire. Je n'attends jamais qu'on vienne me demander. Ça nous est arrivé de porter une contribution à un parti politique. On fait toujours la contribution au nom du parti, par chèque barré, de façon spontanée. Si chez Ciel, on reste dans la généralité, le CEO de Rogers explique plus précisément pourquoi son entreprise sacrifie quelques millions de roupies à chaque élection. Il y a autant de mouvements dans le profil des alliances à l'île Maurice qu'on est toujours en train de soutenir une alliance. Et je pense qu'il y a un calcul quand même qui est fait, qui est de se dire essayons d'aller vers une notion de fairness par rapport aux différents blocs, les grands blocs, pour s'assurer qu'à l'intérieur des coalitions, on arrive à des montants de financement qui soient similaires. Concernant le processus chez Rogers, c'est un échange. D'abord, il y a un échange au niveau du comité de gouvernance qui est repris et ensuite on se donne le mot, on se partage une certaine information par rapport à ce qui a été fait dans le passé. Oui, effectivement, ça coûte peut-être un peu plus cher aujourd'hui. Quel est le montant aussi? Quelle est l'envergure de la richesse des partis politiques du moment? On essaie d'apprécier un peu les vrais besoins et on partage entre nous. Donc moi, j'ai une dizaine de patrons d'entreprises, des plus grosses entreprises du pays avec lesquelles je vais parler, je vais échanger et on va essayer quand même de se dire, ben voilà, en gros, on essaye d'uniformiser pour pas se retrouver avec un qui va sur 1 ou l'autre qui va sur 5. Et donc, il y a un partage entre nous pour essayer d'arriver à un montant que nous considérons raisonnable pour aider à cet équilibre et à cette participation dans le système démocratique auquel le secteur privé a accepté de contribuer. Sur un sujet qui n'est pas mathématique, qui n'est pas tablé clairement avec une référence entre une performance et ce qui rétribue cette performance qu'on peut établir de manière quantitative, on rentre dans le subjectif. Et au moment où on met un subjectif sur une contribution comme une contribution politique et sa distribution, chaque personne qui regardera aura potentiellement une appréciation différente. Et nous pensons que nous ne gagnons rien en allant vers une transparence qui est engendrée de l'appréciation. Et on n'est pas à même, puisque ce n'est pas une science exacte, que c'est de l'approximation, on n'est pas à même de pouvoir même aller défendre pourquoi c'est 250 versus 175, pourquoi c'est... Et quelqu'un, dans n'importe quel contexte, pourrait bien venir dire pourquoi vous arrondissez à 100 000 près, pourquoi vous n'arrondissez pas à 25 000 près. Si vous aviez arrondi à 25 000 près, ça aurait pu faire 775 pour celui-ci et 435 pour celui-là. On rentre dans des débats
interminable, ça n'ajoute rien. Parfois, le soutien est loin d'être désintéressé. Un sondeur nous confirme ainsi qu'un consortium d'entreprises a commandé des sondages à chaque élection, jusqu'au scrutin de 2010, histoire d'offrir un bonus de dons au camp gagnant. Il n'est donc pas étonnant que les explications des entreprises ne convainquent pas tout à fait l'ONG Transparency Mauritius. Son directeur, Rajan Babli, les prend à contre-pied. Il y a une grande hypocrisie. Nous faisons beaucoup de travail avec le secteur privé, les compagnies. Nous disons comme ça, engage avec nous. Pas donner l'argent à un parti politique avant qu'ils aient un parti politique de compte audité et qu'ils rendent de compte public. Mais nous trouvons qu'il y a une quantité là-dedans, pas les support un tel projet. Je peux prendre la bonne gouvernance, l'éthique, etc. Mais de l'autre côté, quand je peux donner l'argent à un parti politique, je ne sais pas connaître du tout qui peut faire avec ça l'argent-là. Si je peux continuer de donner l'argent, tout en sachant bien pertinemment que je peux un trail, je ne suis pas capable de faire aucun suivi de ce qu'il peut faire avec ça l'argent-là. Officiellement, je dirais que je peux faire ça pour la démocratie. Mais est-ce qu'il vraiment peut faire ça pour la démocratie? Si fait dit pour la démocratie, qui fait ne pas auditer ban compte là, ne pas rendre tout public. Il y a bien eu une tentative de promouvoir la transparence dans la relation financière entre les grandes entreprises et les partis. À la veille des législatives de 2005, le Joint Economic Council, l'institution représentant les intérêts du secteur privé, avait demandé à ses membres de déclarer le montant de leurs dons. La directive a été timidement suivie au début, puis par un nombre grandissant de sociétés. Nous avons étudié des dizaines de rapports annuels de 2010 et 2014 pour déterminer les sommes en jeu. En 2010, les dons ont varié de 750 000 roupies à 7 millions de roupies. Les sommes déclarées ont ainsi atteint 57,5 millions de roupies cette année-là. Un chiffre obtenu à partir des rapports annuels d'une quinzaine d'entreprises. 4 ans plus tard, les montants ont évolué. Les grands conglomérats ont contribué au-delà de 10 millions de roupies chacun. Les entreprises plus modestes, à peine 300 000 roupies. À partir des comptes annuels publiés jusqu'à début décembre, nous avons ainsi comptabilisé un peu plus de 73 millions de roupies de dons. Mais ce compte est loin d'être exact, car il faut y ajouter les sommes remises par une myriade de dirigeants de PME. En toute discrétion, ils donnent de 20 000 roupies à plus de 2 millions dans certains cas. Des sommes souvent remises en liquide. Pour comprendre la place de l'argent en politique, nous avons sollicité les principaux leaders de partis. Si Paul Béranger du MMM et Navin Ramgoolam du Parti travailliste ont accepté, Pravin Jagnnath a décliné notre invitation. Xavier Duval du PMSD a, lui, délégué le trésorier du parti pour répondre à nos questions. Roshan Sitohol parle ainsi des well-wishers. Nous avons ce qu'on appelle les well-wishers, les amis du parti qui aident le parti, soit pour nous mettre des dépenses courantes, soit pour les congrès annuels, ou pour les élections, ou pour d'autres événements à titre politique. Pour un parti, on a surtout des well-wishers. Comme on dit, mon parti n'est pas suffisant pour un parti. Nous avons des well-wishers, plus nous avons un secteur privé qui aide nous quand le besoin senti. L'homme d'affaires Rakesh Gujari est l'archétype du well-wisher. Gardien du sommeil de l'ancien Premier ministre, il a ensuite voué allégeance au nouveau régime, ce qui lui a valu d'être catapulté à la fonction d'auxiliaire d'enquête nocturne auprès de ministres importants. Navin Ramgoolam a d'ailleurs une anecdote saisissante au sujet de sa relation avec cet homme d'affaires controversé. Le terrain rentré, il rentre la main vide. Je me dis, moi, je crois que tu fais une contribution. Je dis, moi, mais pas capable, on ne fait un passeport normal. Je dis, moi, mais non, fouillez, on soit là, la police là. Donc, moi, vous faites ça. Je me dis, laissez-moi vous m'envoyer un petit temps. Je dis, moi, vous envoyez des droits. Je dis, des droits qui fait des droits. Je dis, moi, on a 5 valises. Je dis, moi, on a 20 millions par valise. Je me dis, mais tu peux d'acheter moi. Pourquoi tu as un cas de 100 millions pour te donner un parti politique, toi? Et là, les finances, ben, les autres monde d'appartient, me connaît moi. Si paye moi, je dis, moi, laissez-moi faire une petite contribution. Et là, on prend un en lit. Rajan Babli estime que l'apport de tels entrepreneurs au financement politique est significatif. Nous prenons un petit entrepreneur. Tout ça là, nous connaissons et peut donner l'argent. Quand on va get un ministre, un jour qui se recevoir, ou pour guetter quantité de petits entrepreneurs, de compagnies, un petit businessman, et même un petit monde qui fait travail tout seul. Puis il get un ministre, puis propose quelque chose, et en même temps, puis attendre pour gagner quelque chose en retour. Tout ça là, bien souvent, puis il sponsorise, entre guillemets, un ministre, un député, un parti politique.
Ce que les entreprises cotées en bourse déclarent dans leurs comptes annuels représente donc une petite part de ce que reçoivent effectivement les partis. Notre enquête nous amène ainsi à conclure que pour une roupie déclarée, les formations politiques reçoivent probablement 10 autres dans l'opacité la plus totale. Navin Ramgoolam confirme cette thèse. Quand nous étudions les annual reports, quand nous trouvons qu'il y a un chiffre compound d'à peu près là pour le mois ce qui nous caractérise de 67-70 millions de roupies, quand un observateur dit que ça 70 millions de roupies là, en fait, le revenu réel de un parti politique est probablement autour de 700 millions, 800 millions de roupies. Vous pensez qu'il nous pas donner un chiffre exagéré? En tout cas, pour pas travailler, c'est exagéré. Quand on peut dire 700 millions de roupies, pour la totalité de tous les totalité. Oui. Moi, je faisais, il doit être bon, alors, dans ce cas-là. Moi, je crois que dire une partie. Hein? Ouais. Le directeur de Transparency Mauritius partage d'ailleurs le même avis. Quand nous regardons le ratio qui est publié dans un compte, dans une compagnie, surtout nous voyons une tendance, nous dans une compagnie auditée. Mais combien de milliers de compagnies qui sont dans Maurice? Ce que nous pouvons trouver dans un compte annuel, dans une grande compagnie, c'est une partie, une infime partie, je besoin de dire. Vous pensez qu'il pour à peu près un dixième, bon, c'est mal, ne pas faire l'étude là, bien sûr, il pour un dixième, un quinzième de la somme réelle qui existait. Du coup, les sommes prennent une toute autre envergure. Si les rapports annuels de 2010 déclarent 57 millions de roupies de dons, les deux blocs politiques, aux élections d'alors, ont vraisemblablement reçu la bagatelle de 600 millions de roupies. En 2014, cette somme a sans doute atteint les 750 à 800 millions de roupies. Et encore, ce calcul ne tient pas compte des cadeaux de généreux donateurs étrangers. Leur existence est un secret de polichinelle, aussi bien dans le monde politique que dans la stratosphère du milieu bancaire. Nando Boda, ministre du gouvernement de l'Alliance des peuples, ne partage pas toutefois cet avis. Dans une réponse écrite qu'il nous a adressée, il estime que les partis politiques locaux ne reçoivent pas de dons de l'étranger. De tels financements, s'inquiète-t-il, sont dangereux pour une petite île comme Maurice et devraient être évités à tout prix. Le leader du Parti travailliste donne une toute autre version. Nous gagnons une contribution des étrangers. Mon cas, par exemple, un pays SADC, et une tendance et chacun mutuellement. Nous aussi, on déjà. Vous connaissez et il y a des gens qui nous demandent les autres leaders politiques également. Peut-être avec la nouvelle loi de financement politique, si nous l'avons, je pense que c'est une bonne idée, bonne contribution étrangère, complètement. L'argent arrive donc bien de l'étranger. Parfois, c'est en échange de services rendus par un membre du gouvernement, voire par celui qui le dirige. Une amitié personnelle, nouée avec un homme d'affaires étranger influent ou un chef d'État ami, mène aussi à des dons. 100 millions de roupies, 200 millions de roupies, personne ne sait exactement quel montant change de main. Ce qui est certain, c'est que d'Afrique, du Golfe, d'Europe, d'Inde, de Chine ou de Singapour, l'argent converge. Transféré en dollars sur des comptes à l'étranger ou remis directement en devises aux dirigeants politiques les plus en vue. Le secrétaire général de la Confédération des travailleurs du secteur privé, qui a animé de nombreux forums sur la question du financement politique, avance lui un chiffre faramineux. Pour amener une campagne en entier, il n'y a pas moins qu'1 milliard de roupies. Si on se fie à ce que dit notre loi électorale, les dépenses des candidats sont dérisoires comparées à ce que reçoivent leurs partis de généreux donateurs. En témoignent les Declaration of Expenses que les 120 candidats des deux camps doivent obligatoirement soumettre à la commission électorale à l'issue des scrutins. Les dirigeants des principaux partis du pays s'entendent d'ailleurs pour dire que la limite de dépenses de 150 000 roupies par candidat est une farce. Le commissaire électoral lui-même concède que cette disposition est inutile car en déphasage de la réalité. Quand pour la première fois nous faisons la loi électorale qui rentre en vigueur, le Representation of the People Act, qui vient en vigueur, nous trouvons qu'un candidat qui est dans deux coalitions avec les partis politiques, il gagne droit en 58 amène que 10 000 roupies comme dépense électorale. Pas candidat si vous faites partie d'un parti politique. Hein. En 85, nous trouvons le chiffre doublé, 20 000 roupies. Mais 4 ans après, en 89, le chiffre, là, nous trouvons un bon spectaculaire, de 20 000, 150 000 roupies. Je ne sais pas 7 fois au moins. Maintenant, 89 à 2015, ça fait 25 ans déjà, quand les chiffres restent pareils. Donc, nous devons être réalistes, nous devons réaliser qu'il n'y a pas un chiffre correct, il n'y a pas un chiffre réaliste. Et 150 000 roupies aujourd'hui, pas besoin de grand-chose pour une campagne électorale, dans une circonscription, où il y a beaucoup d'électeurs, il y a beaucoup plus d'électeurs qui dans le passé. Nous devons être francs, d'être honnêtes, il n'y a pas un chiffre réaliste. Et quand un chiffre n'est pas réaliste, donc nous connaissons qui arriver après. La loi électorale dit que chaque agent
d'un candidat devait soumettre un return à la commission électorale, au returning officer. Quand le return est venu, le candidat devait faire un affidavit devant le magistrat ou devant la Cour suprême pour dire établissement de dépenses qu'il vient faire. Et là, nous gagnons cet affidavit-là et que le return des dépenses électorales du candidat est dans le bureau. Et là, nous n'avons rien qui faire avec ça. Donc, nous faisons recevoir les dépenses électorales du candidat, qui nous dûment assermenté devant une cour de justice. Et là, nous gardons. Par contre, la loi dit s'il n'est pas fait ce return d'après la loi, il est passible à l'amende de 1000 roupies. C'est tout que la loi prévoit pour une dépense électorale dans le Maurice. Je me suis invité dans une conférence en Inde en 2001, qui s'organisait par le Commonwealth, et quand le keynote speech s'est delivered par le ministre de l'Intérieur à l'époque, qui est une grande personnalité de la politique indienne, et il commence ce discours aux participants de la conférence, quand il vient dire que le premier acte officiel d'un parlementaire élu ou d'un membre du cabinet du gouvernement, c'est de faire un acte criminel. Tout le monde était choqué par ça, et il explique-nous, il dit qu'à fait son affidavit devant un magistrat, quand il fait une dépense électorale, nous tout connaissons que ce n'est pas vrai. Si les candidats ne déclarent pas ce qu'ils dépensent réellement, quel est alors le coût réel d'une campagne électorale? Les responsables politiques que nous avons interrogés semblent peu enclins à jouer la transparence sur la question. Une bonne somme, mais je ne peux pas déjà dire qu'ils ne vont pas rentrer dans les détails sans que tout le monde ait un pied d'égalité dans tout bon détail. Il est trop facile pour amener une campagne. Une élection coûte très cher à l'île Maurice. Je ne peux pas donner un chiffre, parce que tous les autres ne peuvent pas donner un chiffre. Plusieurs millions, capable de dire. Ouais, si vous pouvez gagner une élection générale. Plusieurs millions avec des zéros ou bien c'est le zéro? Mais quand on le comprend, c'est qu'on le comprend. Navin Ramgoolam est toutefois bien plus loquace. Les chiffres qu'il avance sont surprenants. Dernier 1er mai, un meeting comme le 1er mai, je suis choqué qu'il y ait 10 millions. Les amis nous pas arriver à ce chiffre-là. Il peut augmenter même. Et nos grands meetings 4 bonnes, quand nous faisons, quand nous sommes dans des parties, nous dépensons à peu près 3,5 millions, 10% un meeting. Les grands meetings pour lui aussi, nous dépensons beaucoup. Mais moi, je suppose un petit peu plus qu'il dans le premier meeting là. Sans divulguer de chiffres, Nando Boda dresse une liste de postes particulièrement budgétivores en temps de campagne. Il y fait figurer les frais de transport et de nourriture, la sonorisation, les affiches, les t-shirts, l'impression de quelques 800 000 bulletins de vote, la mise en place d'outils de communication, ainsi que les incontournables rallyes de voitures organisés à la veille de chaque scrutin. Riaz Chetou détaille davantage le folklore électoral local et les dépenses parfois insolites des partis politiques. Pour une élection, je trouve un politicien arrête un camion devant la porte avec un double conteneur rempli avec sari kandivaram. Ce 2 semaines après, il est rempli avec une photo, ban saint, chrétiens, toutes les autres religions. L'estimation du coût d'une campagne électorale n'est pas toutefois impossible, nous l'avons effectuée. Si on se fie au plafond des dépenses imposées par notre loi électorale, un scrutin national coûte 18 millions de roupies aux deux blocs qui s'affrontent. En réalité toutefois, chaque alliance a dépensé entre 6 et 8 millions de roupies par circonscription. Dans quelques cas, plus de 10 millions de roupies ont été engloutis dans des joutes opposant des poids lourds politiques. 10-12 millions par circonscription, allez, ça, hein? Bonne partie. Vous voulez dire, pendant la campagne électorale, combien à peu près nous dépensons? Moi, je dire, par circonscription, je me mettais un average de 10 millions. Là, il finit faire des 100 millions. Plus, nous avons les deux affaires centrales qui nous font. À raison d'une moyenne basse de 6 millions de roupies par circonscription, chaque alliance a investi quelques 120 millions de roupies dans la campagne, soit un total de 240 millions de roupies pour les deux blocs politiques. Là encore, ce calcul ne tient pas compte des dépenses nationales. La seule scène imposante et le matériel technique qui accompagne un des 4 grands meetings nationaux importants peuvent coûter la bagatelle d'1 million de roupies par meeting. Voilà 4 millions de roupies d'engloutis. À cela, il faut ajouter la location des bus. Ils sont 400 à 600 par grand meeting. À raison de 3500 roupies de location par véhicule, la facture dépasse allègrement les 5 millions de roupies. Et ce chiffre ne tient même pas compte des traditionnels plats de biryani servis aux passagers des bus. Puis, il y a les incontournables agents, un homo politicus que Riaz Chetou connaît bien. 10 dimoun, il y a 500 roupies. Ça 10 dimoun là, comment dire, un shérif politique ça. 5000 roupies restées pour mettre l'essence dans l'auto, pour acheter boire, manger, garde, base là vivant. Dans un mois, dans une circonscription, ou bien au moins 1 million de roupies. Un agent junior peut toucher 500 roupies par jour, tandis qu'un senior ne brandira le drapeau d'une alliance, peu importe laquelle, que contre 1000 roupies de défraiement journalier.
Chacune des 20 circonscriptions du pays compte une cinquantaine de ces agents qui s'appliquent à se rendre visibles pendant les 30 jours de la campagne officielle. Au final, il coûte pas loin de 30 millions de roupies aux 2 blocs électoraux. Puis, il y a le traditionnel défilé qui se déroule avant 18h, la veille du vote. Par circonscription, chaque alliance mobilise au moins une centaine de voitures, chaque véhicule étant facturé à 1000 roupies. Le coût pour les 2 camps ne descend en aucun cas en dessous des 4 millions de roupies pour cette traditionnelle démonstration de force. Au final, chaque camp aura dépensé entre 200 et 250 millions de roupies pour se donner les meilleures chances de remporter la bataille électorale. Le secrétaire général du MSM estime que le coût d'une campagne est directement lié aux enjeux de la joute électorale. D'habitude, l'enjeu est financier. Plus un adversaire dépense, plus son concurrent tend à renchérir sur ses propres moyens. Aux dernières élections, les principaux partis ont encaissé quelques 800 millions de roupies, peut-être même 1 milliard, et n'en ont dépensé que la moitié. Où sont donc les autres 400 à 500 millions de roupies de bonus électoral? Une partie finance le budget de fonctionnement des formations politiques. Leurs responsables aiment d'ailleurs rappeler qu'un parti est une structure coûteuse à maintenir. Nous avons aussi nos headquarters, nos head office qui trouvent pour lui. Nous avons un secrétariat qui tourne, qui travaille tous les jours au quotidien, et un service qui est donné à tous les mandats sur l'île aujourd'hui. Alors il y a un coût. Congrès jeune, nous avons Robin Sharma. Bonne performance, mais il prend nous 40 000 $. Malgré les dépenses courantes à financer, les partis politiques se retrouvent néanmoins avec de fortes sommes excédentaires en liquide et en chèque. Quoi en faire? 3 choix s'offrent à eux. Déposer l'argent en banque, maintenir une partie en liquide dans des coffres ou alors le placer à l'étranger. Si vous tenez de l'argent sale, je peux garder mon coffre là, mon premier ministre pendant 14 ans. Mais il y a un compte offshore. D'ailleurs, on a fait la loi politique, financement politique, c'est bizarre aussi, que ça n'a qu'un compte de haut dans un offshore. Un commentaire qui offusque Riach Chatou. Qu'il est là, c'est qui s'est offshore, un pays pinier, quand tu as l'argent illicite et criminel. Si l'argent peut sortir des secteurs offshore, bien capable de transparence. Souvent, des fois, offshore, on ne connaît pas. Ou peut avoir droit à poser question quand l'argent vient. Un banquier loquace, qui a néanmoins requis l'anonymat, dit avoir constaté un étonnant balai après chaque législative. Il explique que plusieurs personnalités politiques effectuent des retraits réguliers sur leurs comptes locaux, puis font discrètement convertir ces sommes en devises, avant d'effectuer un rapide crochet par l'Angleterre, la Suisse, Singapour ou Dubaï, pour y déposer l'argent sur des comptes bancaires. Ainsi, des 18 détenteurs de passeports mauriciens répertoriés par l'International Consortium of Investigative Journalists dans son dossier SwissLeaks en février 2015, au moins un d'entre eux aurait un lien direct avec une personnalité politique locale. Si l'exil financier est courant, une bonne partie de l'argent de la politique demeure néanmoins auprès des banques locales les plus importantes. Mais le fait même qu'un parti politique puisse déposer son argent en banque est une anomalie. Car il possède des comptes fantômes, puisqu'en droit mauricien, un parti politique n'a pas de personnalité juridique, comme l'explique le commissaire électoral Irfan Rahman. Autant que nous connaissons, la loi ne fait aucune mention du statut juridique d'un parti politique à Maurice. Quand on regarde la constitution de l'île Maurice, il y a un seul endroit où la constitution fait référence à une partie. C'est dans le first schedule de la constitution, quand la constitution vient dire qu'il y a une partie bien enregistrée auprès de la ISC, Electoral Supervisory Commission, pour les besoins de l'allocation des sièges du best loser. C'est le seul endroit dans la constitution qui fait référence pour un parti politique sur l'enregistrement. Temporaire, l'existence légale d'un parti peut ainsi aller jusqu'à environ 100 jours. Il faut dépendre de la date côté élection fixée. Donc il y a une fourchette, et les biens c'est au moins 10 jours avant le nomination day. Ça dit pour continuer jusqu'à l'allocation best loser. Tout dépend de combien de temps il y a pour l'élection elle-même. Donc il prend une affaire assez temporaire, bien sûr. Entre 45 jours et jusqu'à 90 jours, 100 jours. Après le best loser, nous n'avons aucune relation avec un parti politique, nous n'avons aucun rapport avec eux. Ailleurs, à l'Independent Commission Against Corruption, le flou juridique autour des partis politiques a été étudié sous un autre angle. Kaushik Gobardhan, le Chief Legal Advisor de la Commission anticorruption, fait état d'étranges pratiques. Can a political party actually open a bank account as a political party?
And this aspect is rather blurred. As a matter of fact, certain banks, as a guideline, they wouldn't actually open a bank account on a party's name, because a party is not a registered association. It is not a corporate entity. There is one Supreme Court judgment that I did come across which says that yes, a party has a responsabilité civile. There is also the issue that yes, a party can be registered for the purpose of running into an election, but when it comes to opening a bank account, which calls for actually KYC requirements from the bank, what would happen generally is for a party leader to open the bank account in his name or in a joint account with other fellows of his party, and for the funds to be managed by a few people. Dans le milieu bancaire, on s'abrite derrière l'article 64 de la Banking Act, qui impose le devoir de confidentialité aux banquiers. Ce qui se passe entre eux et leurs clients est couvert par le secret bancaire, se défend-on. Ils reconnaissent toutefois que les partis politiques n'ont pas de compte à leur nom, et que par commodité, c'est un compte joint, détenu le plus souvent par le leader du parti et son trésorier, qui fait office de compte officiel. Oui, il y a une contribution en liquide aussi. Ah ben tu vois une contribution remise au trésorier qui vient à son banque. Et la banque pas fait jamais aucune query là? Non. Autant qu'il me connaît, non. Non, qui fait... Petites ou grandes dépenses, les comptes des partis politiques connaissent des mouvements réguliers de fonds. Si au PMSD, les sommes en liquide sont déposées en banque, chez les travaillistes, on ne prend pas de risque. Quand on a un chèque, nous mettons dans la banque. Tout chèque, nous mettons dans la banque. Mais quand on a un cash, on demande la loi de Maurice. On ne peut pas mettre tout en cash. Les règlements bancaires sont en effet très stricts à Maurice. C'est ce qu'affirme le gouverneur de la Banque de Maurice. Our regulatory framework is above the cut. It's our financial industry, our banking industry in particular, is very well regulated, very well supervised. We even set a banker behind the bars. Un système strict de reporting de transactions douteuses existe. C'est ce que détaille l'avocat Arvin Alkori. Quand nous guettons le concept de suspicious transaction, au fait, il est défini dans FIAMLA, donc Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, et il donne une super large définition d'une suspicious transaction. Il est défini par une transaction which gives rise to a reasonable suspicion. Par exemple, la banque, pour get un peu, disons, dans qui profession a été, qui peut faire, comment dire, je ne sais pas mais chaque semaine, chaque quinzaine, ou payer une entrée d'argent de 499 000, ou même une petite entrée d'argent, l'important pour la banque était par rapport aux professions, qui fait, qui peut recevoir ça l'argent là, il est capable de poser une question, il est capable de query ou demander, what is the source of those funds? Si la direction de la Financial Intelligence Unit a refusé de répondre à nos questions, une source proche de cet organisme indique toutefois qu'encore faut-il que des transactions douteuses soient rapportées. Car, précise cette source, si personne n'identifie de problème sur le compte d'un parti politique, les régulateurs n'ont quasiment aucun moyen de déceler les anomalies. Arvin Alkori abonde dans le même sens. Il y a un officier qui s'appelle un Anti-Money Laundering Reporting Officer, un AML Reporting Officer, qui est toute une institution financière et une designated professions bizarre. Dans l'organisation, bien sûr, il y a beaucoup de staff qui peut deal avec des files, des clients. Donc, si là trouve quelque chose de suspicieux, je peux rapporter avec le reporting Anti-Money Laundering Reporting Officer. Et le rôle de ça, c'est bien sûr guetter si il y a une suspicious transaction et rapporter ça à la FIU. Si lui n'a pas fait ce travail, comment bizarre. Pourtant, la Banque de Maurice, la FIU ou encore la Financial Services Commission exigent une vigilance redoublée des institutions financières par rapport aux comptes détenus par des politically exposed persons. Arvin Alkori précise le régime particulier de surveillance
à leur égard. Et dans la Banque de Maurice, qui a un code sur money laundering, anti-money laundering, et dans ce code-là, il donne la liste de personnes qui la Banque de Maurice considère comme politically exposed, par exemple le président, le vice-président de Maurice, les membres de l'Assemblée nationale, les DPP, commissaires de police, commissaires de prison, les leaders des partis politiques, de par, allons dire, fonctions qu'ils ont fini occuper. Vous êtes capable de recevoir l'argent qui n'est pas accounted for. Le risque est plus réel pour ces personnes-là. Vous êtes pour utiliser ces fonds-là pour essayer de mettre dans le système financier. Du moment qu'une institution financière réalisée qu'il peut deal avec une politically exposed person, normalement, il y a l'aval du senior management de cette institution financière-là. L'institution financière, pour besoin demander justificatif de toute source de revenus, source de richesse, à côté de l'argent-là, avant même qu'il est capable d'aller de l'avant avec une transaction. Et souvent aussi, ce que la loi demande, c'est qu'il y a un ongoing monitoring de cette politically exposed person. Donc, ce n'est pas juste qu'au moment où on prend lui comme client ou décide pour faire sa enhanced due diligence. Là, une fois qu'on finit par en ligne, on finit de donner une explication de ce fond, ou arrête là, non. C'est it's ongoing, ou besoin tout le temps allons dire query ce revenu, ce fonds qui peut rentrer. Or, aux surprises, à la Banque de Maurice et au Financial Intelligence Unit, aucune transaction douteuse relative au compte d'une PEP n'a été enregistrée jusqu'ici. While we have our team of bank examiners who visit each bank every 2 years as per the Banking Act and the Bank of Mauritius Act, and as far as I am aware, there has never been a report on suspicious transactions relating to politically exposed persons. Let's say you have something like 100,000 accounts or 200,000 accounts in a bank. Politically exposed persons, it's a very, very small minority. The chances of getting a PEPs in the sample is very, very dim. Le fait que les hommes politiques n'ont jamais fait l'objet d'une Suspicious Transaction Report intrigue un responsable du gouvernement. Pour lui, la cause est entendue. Si les Money Laundering Reporting Officers n'envoient jamais de rapport à la Banque de Maurice ou FIU sur les PEP, c'est parce que les banquiers et les hommes politiques s'entendent pour qu'aucune transaction ne dépasse les limites prescrites ou alors autorisent carrément des transactions interdites. Le principe est simple. Pas vu, pas dénoncé, pas pris. Ce doigt accusateur agace profondément Ramesh Passantroy. We have got to be warned, we have got to be told. The reporting should come from the bank or from a citizen of this country. That's why I say, if someone who tells you that there is a collusion between PEPs and a bank, and a banker, he should report. He cannot just sit down and behind the curtain he says there is collusion. My dear friend, the law of the land protects you, empowers you to go and report to the FIU and to the central bank. You don't want your name to be revealed? Write an anonymous letter to the central bank. Il n'y a pas que le milieu bancaire qui semble être un havre de paix pour l'argent des partis. C'est aussi le cas pour le fisc. À la Mauritius Revenue Authority, on nous explique ainsi que les comptes détenus par les hommes politiques, au nom de leur parti, ont un traitement spécial. Ils n'ont pas d'existence légale, mais leur bonus électoral leur appartient. Leur compte étant considéré à la même enseigne que ceux d'une église ou d'un temple, par exemple. Aucune fiche d'impôt à remplir, aucun dû à la MRA. Comment donc mettre de l'ordre dans ce système caractérisé par son opacité ? Le ministre de la Bonne Gouvernance, Rochi Badin, croit savoir que la loi Good Governance and Integrity Reporting empêchera certaines dérives liées à l'utilisation des dons politiques à des fins privées. Beaucoup de monde cause par exemple sur le financement des partis politiques. This law, it pave the way pour la loi qui peut venir, pour dans ce gouvernement-là, il promet ça, il promet le financement des partis politiques aussi. Qui fait? Parce que même un politicien, de n'importe quel beau, qu'il ait un casse, que ce soit en termes financiers de lui, ou bien il a un bribe qu'il a gagné, ou qu'il ait balancé la case, un terrain, avec sa casse-là, ou soit le taux, il peut dans le risque, qui vient dire, il vient expliquer comment il a un casse pour ça. Et il faut que ça capable de justifier lui à un juge de la Cour suprême,
Sinon, vous n'avez pas expliqué le fraudeur qui peut échouer pour confiscation ça. Toutefois, loin de suffire, cette loi réprime les comportements en aval. Or, ce sont des changements majeurs qu'attendent les hommes politiques et surtout les citoyens. Mais le gouvernement n'a pas encore pris d'engagement précis. Présidente, est-ce que je peux savoir de l'honorable Premier ministre si le gouvernement compte, en attendant la nouvelle loi sur le financement des partis politiques, légiférer pour rendre obligatoire aux partis politiques de s'enregistrer au Register of Association et de soumettre des comptes annuels? We are coming with a global law regarding this. Doesn't the Honourable Prime Minister think that this is a fit case where a select committee should be set up with a definite time frame in order to allow all the political parties in the House or outside this House to come and depone? Well, we'll take this into consideration, and if need be, we'll have recourse to this. Des responsables politiques ont toutefois une idée précise de ce qui doit changer. Et dans un rapport qui me dit un peu le temps de cela, il peut dire que si vous faites une réforme overregulated là, ça ne va pas marcher. Moi, je me crois là-dedans. Il y a des gens qui ont besoin de publier une identité, des gens qui donnent contribution. Ils ont suicidé pour ça. Il y a des gens qui disent, par exemple, si quelqu'un balade, je n'ai pas besoin de connaître qui participe à ça pour eux. Donc, je ne sais pas connaître quelle solution là a été. À moi, mettre une limite, un cap, le amount of contribution. Capable de anonymat, mais fait au moins Electoral Commission connaît à la telle contribution, telle chose. Mais je pense que je peux toujours faire attention à un changement. Nous devons moderniser la manière de faire une campagne. Par exemple, je pense que base, c'est bien completely eradicated ça. C'est bien si elle est nette, ça fait base. Mais ça fait transpose aux élections là, c'est bien qu'à une solution. Parce qu'il y a un gros problème ça. Dans les autres pays, ils vont voter par eux mêmes. Peut-être bien mettre plus l'école de vote, on ne connaît pas, c'est pas qu'à faire, c'est pas qu'à faire. Ou tout ça raisonnable. Quand nous dit un député a dépensé 150 000 roupies en 2014, du raisonnable chiffre là, bien une volonté de deux côtés, que ce soit le gouvernement ou l'opposition, à revoir ce seuil. Parce que qui gouverne, qui dit dans le gouvernement, ou dans l'opposition, je te reconnais, peut-être c'est un seuil dérisoire. Il y a une partie des dépenses financées par le public, et aussi, on met aussi un seuil pour le secteur privé. Pour le secteur privé là, il n'y a pas d'un N comme ça et il donne un autre comme ça. Et quand il donne comme ça, peut-être l'expectation aussi is very, very high. Alors, pour capable un contrôle, moi, je pense qu'il est temps, justement, comme on dit, tout un consensus, et le gouvernement et l'opposition ensemble, et les autres partis politiques. Mais ce qui nous souhaitait ardemment, c'était la loi qui impose la transparence, qui est une contrepartie aussi. Parce que personne n'est pas capable happy avec la dépendance aux bonnes contributions de bonnes firmes privées, comme on dit la situation à Maurice. Pas de sélection, bien, la loi au financement parti, bien, annuel. Mais après, si nous avons un chapitre particulier pour une dépense électorale, que une dépense faire un bon en avant. Mais moi, pas trop, aucun problème moi, pour drafter la loi, si la volonté politique là, pour drafter la loi, qui peut fonctionner, moi en faveur de la loi globale, bien préparée, mais moi pas contre une approche incremental, s'il permet d'améliorer pas à pas. En tout cas, on commence par la commission électorale, on impose la transparence en amendant la loi électorale, aux revenus et aux dépenses dans une campagne électorale. Nous avons une campagne qui manière déroulée, nous avons qui manière l'argent dénature la démocratie, et pour moi, il est plus urgent que jamais. Le Dr Magnus Oomen, Senior Political Finance Advisor à l'International Foundation of Electoral Systems, prévient toutefois que créer des règles sur le financement politique, là où il n'en existe quasiment pas, n'est pas chose facile. It's a question of finding a consensus for the key issues, the main issues to be addressed, and then to introduce reforms gradually that will work in the country. So the two things that you need to do is the first is to figure out which rules are essential in our system and essential to make potentially other rules work. For me, the main example of that is transparency, to start working with financial reporting systems. The second aspect of it is, for any regulation you put in place, how can it actually be enforced?
I've spoken to many politicians and they said, we have this rule, and you ask them, how can it be enforced? And they don't have an answer to it. There's no point in having a rule that you don't know how it's going to be enforced. If the spending limit isn't working, if it's not being enforced, it's worth having. I'm not saying Mauritius should remove the spending limit, but I'm saying it should consider if it's valuable. What we see in other countries is that one effect of both donation and spending limits is to reduce transparency. Because no candidate, no party will admit to breaking the law. So may it be more valuable to have reporting, to have information about this money, than to have a limit on this money which isn't actually being enforced. If it's possible to complement a reporting structure with tax relief for corporations, then they will have an automatic incentive to report. We made a donation to so-and-so party, and you can use that to deduct on your taxes. Pour vraiment changer toutefois, Oman précise que des forces convergentes doivent être à l'œuvre. There are three driving forces that we see. One is the scandal. News comes out that something has happened that's very bad. Politicians create rules to diffuse the situation, as it were. That's a very common driving force for reform. It's not necessarily the best one, because the reforms we see tend to be reactive and just dealing with whatever the scandal was about, and not necessarily long-term or very suitable for the country. Sometimes the scandal needs to be there to push, and it's very useful for journalists to find out what is actually happening, how money is actually flowing into and out of the system. The second is international pressure. And we have very little in the international context. The UN Convention Against Corruption has a quick subclause about this. The African Union Convention on Prevention of Corruption has some articles about this. So that can have an impact, and I'm hoping that can happen in an African context, possibly in an SADC context. But the most effective push for reform is where it comes from within the country, where there is a demand for increased transparency. There is a demand for rules about how money can be used. Politicians, political parties and candidates want to represent the people. And then the people have a right to know where they're getting money from in doing so. And we have seen it. I mean, the new rules that came in Tunisia after the fall of the Ben Ali regime, the rules that come after a major change. But what we want to see in a country like Mauritius is, of course, a gradual phasing in of rules. And public pressure of that is ultimately what will help. Ailleurs, les lois sur le financement politique ont pris un demi-siècle, voire davantage, avant d'être élaborées. À Maurice, au bout de combien de coffres forts ouverts, de combien de milliards de bons électoraux, le citoyen se réveillera-t-il enfin pour exiger que le trou noir soit comblé par de la lumière sur l'argent des partis politiques ?